bonsoir à tous. La stratégie nationale de développement prévoit la réalisation en 10 ans de 15 grands projets, dont un chemin de fer entre Douala et N'Djamena, un autre port en eau profonde à Limbé, des barrages à Mentchoum et Manfé, alors que le chef de l'État du Cameroun, dans son discours du 31 décembre 2020, mise sur le SND pour faire rebondir le taux de croissance à 8% et améliorer les conditions de vie des Camerounais. Le président national du PCRN, Cabral Libi, y voit plutôt une parure de belles intentions qui tentent maladroitement de masquer une quinzaine d'autres projets ayant englouti des milliards de francs CFA depuis plus de 10 ans et dont le parachèvement est incertain. Quant au président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, il enfonce le clou au regard de la surévaluation des coûts des projets, le dépassement des délais dans la réalisation des infrastructures, les désillusions des projets structurants sont de grands échecs, là où des Camerounais attendaient de grandes réalisations. Ces deux leaders politiques, principaux challengers du chef de l'État lors de la dernière élection présidentielle, s'accordent à reconnaître qu'au-delà de l'environnement économique morose, la persistance de la crise anglophone est une conséquence d'une malgouvernance et son impact négatif reste préoccupant dans un contexte d'avènement des conseils régionaux, ultime solution politique du renouveau. Dès lors, des questions se posent. La décentralisation axée sur le statut spécial des régions anglophones et la libération des ex-séparatistes sont-elles la preuve d'ouverture et de dialogue, comme l'affirme le président de la République? L'état de la nation et la vie politique tumultueuse sont-ils les signes d'une vitalité démocratique ou d'une instauration d'un climat de dictature? Ce soir, c'est l'heure de vérité et le professeur Jean Baebek, UPCiste fondamentaliste, est l'invité de l'émission La Vérité en face, première édition de l'année 2021. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Et mes meilleurs voeux pour l'année 2021. Les meilleurs voeux également à tous les compatriotes qui nous regardent. Les meilleurs voeux également à Séverin Tchoukou pour l'honneur qu'il me fait à travers vous de m'inviter comme la première personne dans cette émission très suivie sur la terre entière. Merci beaucoup pour cette considération. Merci à Duval, merci à... Informi Armstrong qui est avec nous ce dimanche 3 janvier 2021. Formi ensemble. Good evening to you. Good evening. Good evening to you, Cedric Noufele. Good evening, Prof. Thanks for accepting our invitation. And of course, we're happy to have you our first guest so far for 2021. We are looking forward to have an interesting program with you. Et juste à côté de vous, Duval Fangois. Duval, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à l'invité. Bonsoir également aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout, j'adresse mes vœux les meilleurs à ces millions de spectateurs et ces auditeurs, ces téléspectateurs fidèles de cette émission de La Vérité en face. C'est avec vous qu'on va mener à bien cet entretien durant près de 120 minutes pour disséquer l'actualité sociopolitique au Cameroun et diagnostiquer l'état de la nation camerounaise. Professeur Jean Baebek, vous avez suivi de près la situation sociopolitique du Cameroun. Quels sont les problèmes majeurs politiques que vous avez identifiés en 2020 et qui pourraient être des préoccupations en 2021 pour vous? La liste ne peut pas être exhaustive à première vue, mais lorsqu'il y a la guerre, on ne peut pas avoir pire que la guerre. Il y a ce problème-là. Lorsqu'il y a la contestation politique, parce que c'est ça, c'est-à-dire le problème n'est pas qui a tort, qui a raison, le problème c'est qu'il y a la contestation politique qui passe au conflit politique. Ce n'est plus seulement la contestation. On descend dans la rue, on boycotte les élections, on amène l'État au tribunal. Voilà ce qui s'est passé en 2021. C'est une situation politique. Politiquement, pour moi, c'est une catastrophe. Évidemment, sur le plan économique, le Covid-19 est venu enfoncer le clou. Et les Camerounais sont dans une situation économique vraiment désastreuse. On sait que moralement, ils ont le moral bas. C'est pourquoi l'émission est importante, c'est pourquoi je me sens honoré. Je comprends pour moi, je comprends que
votre conférent de rédaction, Séphérien Tchouko, ont estimé que peut-être que je suis un optimiste et que comme il y a une certaine catégorie de Camerounais, au moins qui est importante, qui est dans le désarroi, ils ont peut-être besoin d'entendre un autre langage qui peut leur donner espoir. Parce que moi j'ai de l'espoir, moi je pense que notre pays a quand même des résultats qui donnent des raisons d'espérer. Nous avons en réalité deux défis. Sur la base des résultats que nous avons, notamment, nous avons un pays qui a, pour lui seul, de nombreuses opportunités, des banques stables, une inflation maîtrisée, une diaspora observatrice et silencieuse qui attend qu'elle soit rassurée, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et de venir. Et donc, sur la base de cela, les 85% des Camerounais qui sont dans le secteur informel, qui souffrent, peuvent s'insérer économiquement et conquérir leur indépendance économique. Avec cette indépendance économique qui les mettra à l'abri du besoin, ils devront en même temps, parce qu'ils sont majoritaires, continuer la lutte politique. Parce que ce que nous devons aussi comprendre, c'est que la lutte politique est une entreprise éternelle. Il n'y a pas un moment pour lutter politiquement et pour vivre. On vit et on lutte en même temps. Mais simplement pour lutter, il ne faut pas avoir faim. Il faut manger. Et pour manger, il ne faut pas attendre que le parti ou l'État nous donne à manger. Il faut qu'on trouve à manger nous-mêmes. En tout cas, lorsqu'on est 85% dans le secteur informel, parce que c'est ça, il n'y a que 15% des Camerounais qui ont du travail. Ça, je vous donne les statistiques des Nations Unies de 2020. Sur cette base, voilà. En fait, c'est là le vrai enjeu de la décennie qui commence ou de l'année qui commence. Il sera question donc de ménager cela. Comment trouver l'indépendance économique qui nous permet de continuer la lutte politique. Et une fois, en acquérant cette indépendance-là, comment trouver les méthodes qui nous permettent de faire le choix des cibles, parce que les cibles sont différentes. Les méthodes elles-mêmes sont différentes et les objectifs de lutte sont différents. Il faut qu'on organise tout ça. Et c'est le vrai défi. Et pour cela, pour que nous fassions ça, nous, ce que le peuple regarde comme élite, nous devons nous élever au-delà des considérations personnelles. Nous devons considérer l'entreprise politique comme une entreprise qui est un engagement pour un idéal de type religieux. Encore que la religion, même dans la religion, les intérêts, c'est le paradis. Mais nous, pour l'intérêt, c'est les générations suivantes. C'est pourquoi il est important qu'on puisse vivre au-delà, sans attendre le parti politique. Sinon, on va faire ce qu'on appelle la transhumance. On ne doit pas être dans la transhumance politique, dans l'espérance politique, que c'est la politique qui va faire de nous quelque chose, ou bien la politique qui va nous apporter la satisfaction. On doit travailler de manière à ce qu'on puisse avoir nous-mêmes la satisfaction dans ce que nous faisons. Et avec toutes les opportunités du Cameroun que je viens de vous citer, je vous dis par exemple, le Cameroun importe 180 milliards en riz. Ça veut dire que nous donnons 180 milliards à l'Asie du Sud-Est. Alors que les experts ont prouvé, j'ai lu hier, j'ai fait des recherches, j'ai passé mes 2 dernières journées à faire des recherches, ils ont testé, le riz pousse dans toutes les régions, y compris la plus aride. Ils ont dit au bord du Logone et du Chari. La province l'extrême nord est la plus aride. La seule qu'ils n'ont pas testée, c'est la Damawa. Ils ont dit ça ne vaut pas la peine parce que là-bas c'est le château d'eau. Le riz pousse partout, mais nous perdons 180 milliards que nous donnons à une autre nation. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes nous-mêmes. Mais pour cela, ça nous demande d'abord un travail de transformation personnelle. Parce qu'en même temps, Duval, la troisième entreprise sur les top 10, c'est les brasseries du Cameroun qui fait le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce qu'elles vendent. Les brasseries vendent 650 milliards de bière. L'argent que les brasseries vendent la bière, c'est 650 milliards, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais, nous buvons la bière chaque année pour 650 milliards. C'est trop. Un peuple qui s'alcoolise comme ça peut-il travailler? Il faut boire la bière. Mais c'est une affaire trop grave. Nous buvons 650 milliards de bière. Pour qu'un type vienne s'enrichir dessus, ça en va, amène ses bénéfices
ailleurs. Voilà. Mais peut-être qu'il ne faut pas se limiter aux chiffres réalisés par cette structure. Il faut peut-être voir derrière les effets induits en termes de prise en charge. Très bien, Duval. Très bien, Duval. Effectivement, ils dépensent pour 30 milliards en sucre et en maïs. OK? Mais simplement, Duval, nous buvons la bière pour 650 milliards, mais en même temps, nous disons que nous sommes pauvres. Non, le Cameroun est plein d'opportunités. Nous ne pourrons les exploiter que si nous nous transformons nous-mêmes. Nous devons nous élever, organiser notre vie personnelle, notre transformation personnelle, notre développement personnel, et puis entrer maintenant à l'école de l'indépendance économique et de ce que Kiyosaki appelle dans ses livres l'intelligence financière. L'élite doit acquérir ça, l'élite doit diffuser ça. L'élite doit se débrouiller pour que tous les Camerounais soient d'abord indépendants avant Biya et Kamto et leurs emplois et leurs sociétés et leurs entreprises. On ne doit pas les attendre parce que nous avons la chance que les deux ont donné au pays les 5 éléments que je veux donner: l'indépendance d'aller devenir, l'indépendance d'entreprendre, les licences sont finies. Tout le monde peut importer, même sans s'inscrire sur le registre. Ça dépend si ça n'atteint pas 1 million. Il n'y a plus de laisser-passer, tout le monde peut aller là où il veut. Il n'y a plus de visa de sortie, tout le monde peut voyager. Les banques sont stables et les microfinances prolifèrent, tout le monde peut emprunter. La diaspora, elle est prête à nous donner de l'argent. Je vous assure que les gens d'Amérique du Nord, je peux vous dire que chaque semaine, il y a un type de l'Amérique du Nord ou de l'Europe qui paye les soins d'un malade que j'opère. Un oncle, une tante, un neveu. Ils sont prêts à donner l'argent. Le problème, c'est que quand ils envoient l'argent, je ne vais pas répéter ce que nous faisons avec, mais vous m'avez compris. Ils envoient, ça disparaît. Donc nous avons besoin de les rassurer, ils sont prêts à nous donner leur argent, ils sont prêts à nous donner leur intelligence, leur expertise. Je dis la diaspora observatrice et silencieuse. Je ne dis pas la diaspora complice du gâchis, ni la diaspora activiste. Je dis une diaspora silencieuse. C'est des hauts cadres. Il y en a même à la NASA. Est-ce que vous savez que des Camerounais sont candidats à la NASA pour aller dans les vaisseaux, pour aller dans la Lune? Est-ce que vous savez que les Camerounais sont des chefs d'entreprise champions concurrents en pleine France? Est-ce que vous savez que les Camerounais sont des hauts cadres très développés dans les multinationales au Canada? Mais ils veulent aider. Est-ce qu'il y a une politique d'attraction, justement, nous de cette compétence de la diaspora on ne va qui pas viennent investir au pays? Nous n'avons fait que juger le système. Nous faisons pendant des dizaines d'années. Mais si ce système a failli, nous avons aussi failli parce que cette élite ne nous demande pas de passer par le système. Elle veut passer par nous-mêmes, mais c'est nous-mêmes qui ne le rassurons pas. Nous ne le rassurons pas parce qu'une fois nous quittons le travail à 15 h, nous arrêtons au bar à 15 h 30, nous en partons à 22 h. On largue son épouse, on largue ses enfants. On peut boire une bière en passage, on comprend. Encore qu'on peut boire la bière chez toi. Encore qu'on peut boire la bière en discutant avec les camarades. Tout à l'heure, moi, j'ai bu avec mon ami. Je suis venu regarder comment ils fabriquent les aliments de poisson. Un gars de Batibo, Fomben, à Yassa, il m'a reçu. On a fait 2 heures. Je vais te montrer les photos. J'ai envoyé à mes enfants. Vous voyez comment un type fabrique des aliments. Parce que je cherche des aliments de poisson. Parce que je voudrais m'engager dans l'élevage de poissons. Il y a 1000 choses à faire comme ça. Parce que le Cameroun, j'ai découvert que le Cameroun importe pour 120 milliards de poissons. Le Cameroun importe pour 60 milliards d'huile de palme. Et j'en passe, et j'en passe. Il y a tellement d'opportunités. Il y a un cadre canadien qui me disait l'autre jour, mais au Cameroun, en quelques jours de vacances, il n'a vu que des opportunités. Il y a un minimum pour être indépendant. Il y a un minimum pour vivre. Et avec ce minimum, nous pourrons continuer la lutte politique. Mais en organisant bien nos cibles. Nous allons revenir de ce. Quelles sont nos cibles? Quels sont nos objectifs? Quelles sont nos méthodes politiques? Nous ne pouvons plus passer tout notre temps à critiquer seulement un système qui a fait ses preuves devant tout le monde entier. Professeur Jean Baïbek, vous avez, dès l'entame de votre propos, posé 2 préoccupations majeures, à savoir la guerre
dans le nord-ouest et le sud-ouest et une contestation politique qui a marqué l'année 2020. Comment ces deux faits ont-ils été traités par la classe dirigeante au Cameroun et quelles en sont les conséquences aujourd'hui sur l'année 2021? Les deux conséquences, les deux faits. D'abord, je parle de conflit politique, qui est différent de la contestation politique. Parce qu'on passe de la contestation politique, là, c'est seulement de dire que j'ai gagné ou bien j'ai perdu. Mais le conflit politique, lorsque je descends dans la rue, je fais des appels. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ça, il s'agit également de la guerre qui est le résultat d'une malgouvernance qui a duré 60 ans. Le vrai problème du Cameroun pour opposer le fond. Nous ne pourrons rien faire tant que nous laisserons prospérer les 5 piliers faux qui ont fait la fondation du Cameroun. Les 5 piliers qui furent posés entre 1951 et 1960 et qui furent tous faux ou bien posés sur du sable mouvant. Premier pilier, note bien Duval, l'éviction arbitraire et injuste de ceux qui étaient préparés, qui voulaient et qui étaient prêts à prendre le Cameroun en main. C'est les UPCistes. On les a exclus exactement le 13 juillet. Ça, c'est M. Roland Pré qui est la responsabilité de cela. C'est lui qui a signé cet acte. Deuxième pilier qui fut faussé. Sans l'UPC, les autres allèrent aux élections en 1956. Ils sortirent d'une assemblée nationale, ils sortirent d'une assemblée, et à l'époque, ils appliquèrent effectivement la démocratie. M. Mbida et le PDC furent nommés Premier ministre parce qu'il était majoritaire. Mais un an après, à la faveur d'une discorde avec les colons, M. Ramadi vint au Cameroun pour 3 mois. Il fit la pire chose, la pire corruption politique que moi je connais dans l'histoire de l'humanité. Donner à prendre ou à laisser, c'est l'intimidation et la corruption. On sait le montant. 200 000 francs CFA coloniaux. Il donna 200 000 ou 70 députés pour les obliger à démissionner avec Aïdjo. C'est-à-dire que le parti des démocrates de Mbida gagne. Il a la primature. On vient de faire un coup d'état politico-financier. Pendant 3 mois, Ramadi n'a pas duré au Cameroun. Il est venu uniquement pour ça. Le deuxième coup, il faut le noter. Et le deuxième pilier qui est faux, c'est-à-dire que celui qui a gagné les élections, après l'exclusion du premier, même le deuxième, on lui arrache ça. C'est le coup d'état politico-financier. C'est le PDC, on a arraché ça au PDC. À ce moment-là, M. Aïdjo, qui n'avait pas de choix, parce qu'il exécutait les ordres, le pauvre, on doit aussi se lever, comprendre. Il exécutait les ordres, lui ne voulait pas de ces choses-là. Il faisait sa poste. Il n'est pas comme un qui avait démissionné. On avait démissionné pour aller faire l'UPC. Les Boumé avaient démissionné. Ou bien c'était parti d'eux-mêmes. Troisième pilier, les colons renversèrent l'ordre qu'avaient pensé. Parce que l'émancipation du Cameroun fut pensée pendant plus de 10 ans par les pères fondateurs du colon où mettait le chef. La réunification précédait l'indépendance. On signa l'accord de la réunification en août à Tico. Que la réunification d'abord l'indépendance. Après ils renversaient l'ordre. Ils supprimèrent l'indépendance. Et ils savaient parfaitement que si nous faisons la réunification après, il y aura problème. Voilà ça qui a éclaté 60 ans. Quel était l'intérêt d'une réunification? Laisse-moi terminer, il reste 2 piliers. Pour comprendre, pour comprendre, quel était l'intérêt d'une réunification avant l'indépendance? La réunification avant l'indépendance, l'intérêt de réunir avant l'indépendance est comme l'intérêt des fiançailles avant le mariage. On se fiance avant le mariage parce que tu dois goûter la femme, non? Tu es même sûr qu'elle est une femme? Ok? Voilà, c'était l'intérêt. Ils avaient élaboré, ils avaient entendu qu'il faut qu'on teste le vivre ensemble. Et on déclare l'indépendance sur le même label. C'était comme ça. 4e pilier mal ficelé du Cameroun. On va signer 11 accords secrets. Et Duval, je te donne ça comme devoir. Armstrong. Il faut chercher les 11 accords secrets et les diffuser dans toute la République et en France pour que tous les Français voient les accords secrets.
et voir pourquoi c'était secret et comment c'est inacceptable, même par la France. La France est splendide. Pas la France des malfaiteurs qui pensent que la France ne peut être grande que si elle vaut les diamants en Centrafrique et le pétrole par-ci et il y a une grande France. Il y a une France splendide avec laquelle nous voulons faire les choses. Il y a la splendide de René Descartes, je pense dont je suis, qui inventa la Renaissance. Renaissance qui donna l'art classique qui donna le scientisme qui a abouti à la révolution industrielle et à la philosophie des Lumières, avec Voltaire, avec Jacques-Jean Rousseau, avec Emmanuel Kant et Newton. C'est cette France-là, la grande France, qui a donné la notion de la République dont se revendiquent les 195 pays du monde entier. Le monde entier a une grosse aide vis-à-vis de la France. Que serait le monde? Parce que la civilisation anglo-saxonne se dit supérieure. Un supérieur a produit les usines, ainsi de suite. Mais que serait le monde plein d'usines sans république? En réalité, le plus gros apport de l'humanité est français. Il n'y a pas un... C'est pourquoi Paris est la ville la plus visitée du monde. C'est cette France-là que nous on admire. Mais il y a une France sordide qui pense que le néocolonialisme les combine. On est parti prendre les diamants chez Bokassa, machin, on veut contraindre le Cameroun, le pétrole, Bolloré, machin. Il y a cette France-là, cette France ordurière, cette France sordide. Et le cinquième pilier, le dernier, c'est que les textes fondateurs du Cameroun, la Constitution, tout ça, l'organisation, elle fut rédigée par une bande de ces gens-là. C'est Foucault, c'est Ojola, c'est Mesmer, c'est Defer et Oufouet. C'est eux qui rédigeaient ça. Sur cette base des 5 piliers faux, on a bâti 50 ans de fausseté. En réalité, c'est comme si votre maman, votre père vous laisse une maison dont la toiture est une dalle et vous croyez que vous pouvez monter les étages, vous voyez que la fondation, elle n'a pas été faite pour monter les étages. Au stade où nous sommes et dans le futur, il faut que nos enfants comprennent qu'on ne pourra pas bâtir le Cameroun sans corriger ces piliers qui sont sur du sable mouvant, qui n'ont pas de l'acier à l'intérieur, qui sont injustes, qui sont faux. Et la preuve de cela, c'est la guerre qui a éclaté après 60 ans. Il faut qu'on remette sur la table, on refonde la justice, on refonde la Constitution, on réécrit la loi électorale, on renforce l'ICAM et on raffermit la Cour constitutionnelle. On rediscute les accords de Fumba, nous les remet sur la table. Parce que c'était ça la norme. Les accords de Fumba disaient que, 1, c'est 2 États fédérés. 2, on ne reviendra jamais sur la fédération. 10 ans après, on a fait un faux référendum, encore une fois depuis le banditisme politique. On imite, on copie, on colle Roland Préramati. On fait un référendum truqué. On dit qu'on a changé. Est-ce que c'est ça qu'on a signé? En réalité, nous ne faisons qu'empiler sur le faux. Il faut qu'on s'élève et qu'on comprenne. Nous devons nous élever à comprendre que pauvre Ahidjo, avait-il les moyens de refuser? Non. Parce que quand ici les 11 accords secrets qui disent par exemple que le jour où on découvre le pétrole au Cameroun, si la France ne veut pas acheter, on ne peut vendre à une autre personne même si elle donne le double du prix. On ne vend à l'autre personne quand la France est fatiguée de prendre. C'est le 3e accord. Je vais te revenir. Quand ici, il y a à gauche un Français, à droite un Français, devant lui un Français. On a laissé les 2 autres Camerounais qui étaient dehors. Il avait moyen de sortir de cette salle s'il ne signait pas. Donc, on ne doit pas seulement dire Ahidjo. On doit se lever pour comprendre le contexte. C'est un contexte de domination. En réalité, on a perdu la lutte de l'indépendance. Quand Biya arrive, pauvre de lui, 82, Ahidjo dit qu'il va le succéder. Il commence, parce que les Camerounais sont comme ça, tout le monde aime le Cameroun. Il commence à dire, le Cameroun est la charge de garder les personnes. On voit qu'il veut éliminer le 3e accord là. Parce qu'il veut dire qu'il peut vendre à qui il veut. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en 83? Un an après, on lui fout un coup d'état dans les jambes.
Quand un président sort d'un coup d'État, ou lui-même, ou un coup d'État où on a liquidé 1000 personnes, il est dans quel état pour continuer la lutte contre la puissance coloniale? Parce que, fort de son soutien, parce que quand il succède à Aïdjo constitutionnellement en 82, moi je suis élève en classe de première, son soutien est terrible. Nous on sort à ce moment-là du traumatisme du massacre de Manidem par Aïdjo. Donc on n'aime pas Aïdjo. On soutient Biya. Mais on n'a pas moyen de dire que même de contester. Tout le monde soutient Biya. Et fort de ce soutien, il veut quitter les accords secrets. Il n'a pas réussi. Mais professeur... Donc, en se levant un peu, on se rend compte que ce n'est pas facile. Et nous devons tenir compte de tout cela nous tiendrons compte de tout ça pour organiser la lutte. Je crois que, excuse-moi Duval, c'est moi l'invité, c'est moi la vedette. Je reprends l'émission. Je crois que dans la parole... Ne vous inquiétez pas, ils pourront vous poser des questions. D'abord, Hamson Formik, il faudrait émettre quelques observations sur votre déroulé. Prof is outlining the historical causes of the challenges we have in Cameroon today. You've outlined so many of those pillars. You call them the 5 pillars that were wrongly... 5 wrong pillars. 5 wrong pillars that are the causes of the problems we've got in Cameroon today. And now you started by talking about the crisis or the war as one of the major things that caught your attention in 2020. But now history is past. The Yaoundé regime says it has a way, a method that it believes that can be a solution to the crisis without necessarily going back to the challenges and the errors of the past. You understand the track, the road that is being followed by the government in Yaoundé to resolve the crisis, and they have been outlining things they are doing. Are they on the wrong track? The president has said that. My opinion in that point of view is that the president is into a team. No matter the center of the team, it depends on the majority. If the majority are special people who have some benefits on the war to continue, the report they will give, and they give me a wrong report. So for me, I think the important thing to understand is that my opinion I've given my opinion of that war. Yes. Many times. I don't want to come too much to but Prof, when you cited the cases of the Fumban conference, and of course talking about what was signed the state of Cameroon, then where we had the 2 federated states in Cameroon, and now you understand that some in the northwest and southwest regions were asking for a back to 2 federated states in Cameroon, and the government says it's applying effective decentralization, for example, to be able to solve that problem. Also boosting the effective decentralization in the northwest and southwest regions by a special status. Is that a good solution? Maybe, but it should be a solution accordingly for all parts, not for that, just for that system. It should be a solution with political parties, means CPDM, SDF, UPC, and so on. It should be, on that table, we should have diaspora, and we should have all forces. Not only those who caused that war, immediate cause, I mean. This is the problem. Maybe, but there's, even when you are right, the other part should understand and agree. An agreement is not force. If you don't do that, you may win today, but how long will stay your winning? But you mean to you actually saying that if the other parties are okay, if the UPC, for example, comes on board to say that okay, effective decentralization, we see a solution to that, and other political parties join the ruling CPTM party to join forces in pushing further the decentralization and the special status, it is going to find a way into the hearts of the people and bring separatists to an okay on the solution. I don't understand your question well. My English is not good. But the yes. Yes, my question is: you said for effective decentralization to be as an effective solution, other parties must be on board. Now, is your party, for example, on board? The UPC. Are you okay for that? No, you know, the problem of colonization is that colonization system, neocolonialism, has infected all communities of the countries.
even parties. Neocolonialism method into the party, and sometimes they are the one ruling the party. They are not UPC's people. You understand me? The skillful, the skillness, la sagesse, l'intelligence du néocolon est telle que, même dans le parti national, il vous fait diriger par ces gens. Ce n'est pas des nationalistes. Parce qu'on reconnaît un nationaliste par sa façon de vivre, pas par sa façon de faire, et ça par sa façon de gouverner. Ils n'ont rien de cela. Depuis que la décentralisation est venue, ils sont des petits nationalistes, les grands nationalistes de fond. Comme par exemple, une chose qu'ils n'ont pas, que avait, que Moumié avait, que Kingé avait, Asende Afane et Wandi, c'est la fermeté jusqu'à la mort. Je vais rebondir. Est-ce que vous avez vu un leader UP6 ferme jusqu'à la mort depuis? Ça, c'est l'UPC, ça. L'UPC n'est pas le rouge et le crabe. L'UPC est un esprit. On reconnaît l'UPC par l'esprit. Maintenant, le colon est si malin, Armstrong, ouvrez les yeux. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, on te dit que tu as l'infection, tu vois les microbes. Il faut le microscope, que les Camerounais prennent le microscope pour étudier le système néocolonial. Ils arrivent à vous mettre de côté, ils mettent l'argent. Parce qu'ils ont créé un système pyramidal qui a le centre à Paris, mais qui a les antennes à Yaoundé, à Abidjan, partout. C'est ça le néocolonialisme. Vous restez là, vous dites seulement, eh bien monté, ouais, quand tu es descendu, vous ne voyez pas ce que les colons font. Ils vous ferment les yeux. Ils vous divisent. Ils dérivent les vrais problèmes. Ce n'est pas ça. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que l'UPC, non, la question c'est que, est-ce que l'UPC est dirigé par un UPCiste? Un UPC cherche les postes. On y va chercher les postes. Tu as entendu que Moumi a plutôt refusé les postes, non? Moumi a plutôt refusé les postes, non? Est-ce qu'un UPC cherche les postes? Un UPC, tous les jours à la présidence, tous les jours dans le gouvernement, c'est l'UPC ça. Un UPC cherche l'intérêt national. C'est un engagement religieux. Professeur, je voudrais... Ok? Donc ne me dis plus UPC parce que tu as vu l'écharpe et le rouge. Ne me parle plus comme ça. Si tu me parles comme ça, je ne te considère plus. Parce que tu ne comprends pas. Tu es aveugle. Tu n'as pas le niveau. D'accord? Professeur, je voudrais... Un UPC, le dernier, c'est Ndé Toumaza. Il calme. Il dit qu'il ne bouge pas. À 92. C'est ça un UPC. Jusqu'à ce que le Cameroun soit véritablement indépendant. Et la véritable indépendance, c'est un peuple qui a un système qui lui permet de choisir librement ses dirigeants. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'indépendance. Tu comprends pourquoi Ndé Toumaza meurt sans accès? Voilà l'UPC. L'UPC n'est pas qu'un type, moins de choses, alliance, moins de choses, alliance, moins de choses. Il va entrer dans le... On le chasse même. Donc vous êtes en train de faire le procès de vos camarades militants de l'Union des populations du Cameroun? Je ne les appelle pas mes camarades comme ça, ils ont leur courant. Parce qu'ils ont développé tout un courant qui a cette doctrine-là. Leur doctrine, c'est que il faut rejoindre l'adversaire d'hier. Parce que je vous ai raconté l'histoire. Quand Ramadi écarte l'UPC, Roland Pré, injustement, et que les autres vont aux élections, c'est lui qui gagne. C'est ça qui a donné l'UNC. C'était l'UNC qui a donné le RDPC. Quand tu décides d'aller là-bas, tu trompes les autres que c'est pour un meilleur résultat, pour qu'on ait la décentralisation, on ait les roues, et on n'a pas ça. Tu meurs avec, en pleurant qu'ils t'ont mordu. Tu ne savais pas que c'est les mordeurs. Tu crois qu'ils sont devenus quoi? C'est ça la question. Et donc, tant que vous considérez que l'UPC, et sachez ça, écoutez, c'est-à-dire qu'un type vient chez vous, il tue votre père, il prend votre mère, il en fait ce qu'il veut. Le jour où il met les habits de votre père, vous dites que c'est votre père là. Parce qu'il a mis les habits de votre père, et il a conduit sa voiture, il est devenu votre père.
On reconnaît, on connaît, on connaît le père par ses méthodes. Ce type ne peut pas avoir ses méthodes. Donc, la question que tu me poses là, tu me montres que tu es naïf. Vous n'êtes même pas capable de faire la lutte nationaliste. La lutte nationaliste, c'est dur, hein. Pour être un peu libre, c'est difficile. But Prof, you are, in other words, saying that you are one of those people who are still tied to the original ideologies of the UPC, that those who parade themselves as UPC people are not in reality UPCists. And now you, in their position, or people of your category, what are you people doing at a time when Cameroon, the nation you say you love more than other people, is in challenges, is in difficulties? What are you people doing? C'est parce que tu étais distrait. Quand on est au dialogue national, nous on a écrit. Le seul groupe qui a écrit, il y a des documents, tu l'as lu. Toi-même, tu es What was the distrait. content of your document? Maintenant, tu veux que j'ai un livre dans ma tête. Of course, tell me. Tu n'as même pas lu ça. Tu es parti faire quoi là-bas? Si tu n'as même pas lu. Et il n'y avait pas deux documents là-bas. Le seul document qui était là-bas, le document fondamentaliste, si tu ne l'as pas vu, c'est que tu ne fais même pas la recherche et tu veux changer le pays sans faire la recherche. Your concern is... Bon, demandez donc à Cédric, parce que comme je le connais avant, je lui avais donné le document. Professeur, on a donc un texte, on a écrit tout. D'accord? Et nous, c'est le seul groupe, le seul parti politique qui est allé là-bas avec une proposition nette des questions fondamentales et même l'organisation du dialogue. Et qui vous a montré ça ici la semaine dernière? Tu n'as pas vu? Avec ça sur la table. Ça veut dire que même le Armstrong. You go ahead. Go ahead. Tu es un Tintin. Puisque Nké était avec ça ici sur la table, tu n'as pas vu, tu étais où? Tu dis que tu es d'un Gambé. On m'a dit que tu es d'un Gambé. I saw it go on. Tu es un joueur, tu me perds le temps. On va rester. Tu me perds du temps, tu te tais. Professeur, on va rester poli et je suis pas venu là m'amuser. Envers les journalistes qui vous de fond. Et s'il a un perdeur de temps, il n'a pas préparé l'émission. Professeur Jean Baïbek, vous avez indiqué tout à l'heure que les Camerounais nationalistes sont ceux qui s'engagent dans la lutte. La question qui vous a été posée, c'est quelle action vous avez menée, vous qui vous présentez dans le cadre de cette émission comme un UPCiste fondamentaliste? La seule action que vous évoquez, c'est d'avoir rédigé un document, une stratégie proposée au gouvernement pour sortir de la crise anglophone et refonder l'État du Cameroun, sa nature et sa forme. Sur ces préoccupations, non, elle n'est pas la seule. Va vous interroger. On le sait bien, il y a plusieurs points que vous avez évoqués pour avancer dans cette émission. Duval Fangwa. Je voulais juste ajouter à la suite de ce que vous avez dit que les questions qu'on pose, professeur, visent à vous amener à expliquer davantage. Donc, il ne faut pas y voir forcément de la naïveté ou quoi que ce soit. Je suppose que vous dites ça pour canarder notre collègue. Alors, disons de façon plus précise, je voudrais revenir sur la question du patriotisme et du nationalisme. En faisant le bilan de l'année 2020, vous avez insisté sur deux éléments que Cédric a repris. Et dans la recherche des solutions, vous avez indiqué qu'il faudrait retourner dans l'histoire de la création de l'État du Cameroun pour voir les 5 faux piliers qui peuvent justifier toutes les dérives qu'on observe aujourd'hui. Et parmi ces 5 faux piliers, vous avez insisté sur la question de l'éviction arbitraire de l'UPC, qui était la principale formation politique à ce moment-là, et finalement aussi le parti de Mbida, qui a gagné l'élection en 57. Et en 56, il gagne en décembre 56, pendant Mbida en 57, et finalement renversé en 58, remplacé par le président de l'UC. C'est un magouille. Et vous avez semblé tout à l'heure dédouaner un tout petit peu le président Ahidjo en donnant l'impression qu'il y avait des forces extérieures, notamment la France, qui ne lui permettaient pas d'avoir les coudées franches pour agir sur un certain nombre de choses. Mais on a d'autres exemples dans l'histoire. Dans le cas de la Guinée, par exemple, avec le non à la communauté, il y avait possibilité pour le président Ahidjo de faire autrement. Vous avez pris le cas de Oumyobé. Est-ce que Oum, à la place d'Ahidjo, aurait fait la même chose? Il a mieux que ça. Oum a eu mieux que ça, il a refusé. Et donc la question... Mais entendons-nous. Oui. C'est un homme préparé. On l'a cuisiné.
on mettait un homme préparé idéologiquement. Il a été à l'école de Gaston Donat. Ok? L'école communiste, l'école socialiste, l'école syndicaliste. Donc il était préparé. Il était d'abord intrinsèquement très intelligent. Il était préparé et il était prêt. Il se trouve que celui-ci, quand on vient l'obliger, c'est comme les fonctionnaires croient que l'État du Cameroun, le statut de fonction publique, femme non quoi, avec j'ai des problèmes, quoi, on disait ça, Parabane, que la fonction publique lui appartient. Donc il y a les fonctionnaires qui croient que la fonction publique appartient à des fonctionnaires supérieurs à eux. Le pauvre, quand il va à Paris, il va avec 2 personnes, quoi, au cas là j'ai oublié le deuxième. Il ne va pas seul parce qu'il ne sait même pas ce qu'il attend. Et quand on le fait entrer dans la salle, il se rend compte qu'il est seul. Quand tu analyses bien, avait-il les moyens de refuser? Un type qui n'a pas fait le militantisme, un type qui n'a pas visité les autres pays, n'a même pas visité les Hauts-Fouettes et tout ça, comment pouvait-il refuser? Donc c'est une façon de s'élever. Pour résoudre nos problèmes, on ne va pas rester sur le problème entier. Mais plus de 50 ans plus tard, la France a connu plusieurs présidents, des réformes durant de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a un nouveau président qui s'appelle Emmanuel Macron. Le groupe Bolloré est une entreprise privée qui gagne des marchés en Afrique et dans le monde. Et chaque fois que ces dirigeants français, ils estiment qu'ils n'ont plus de lien avec une certaine France-Afrique, avec ces mécanismes visant à pouvoir contenir ou influencer les dirigeants africains pour les intérêts français, si ce n'est la coopération bilatérale ou multilatérale. Pourquoi toujours penser que les principaux problèmes des Camerounais aujourd'hui, en 2020-2021, seraient liés à ces liens entre l'ancienne puissance colonisatrice et le Cameroun et d'autres pays africains? C'est-à-dire que je ne tolère pas que tu me poses une telle question. Parce que si tu me poses une telle question, ça prouve 2 choses. Tu manques de culture ou tu es distrait. Et il y a moins de 2 semaines, on a vu Mélenchon s'opposer à l'Assemblée nationale au projet de pollution de la monnaie éco en Afrique de l'Ouest que le Nigeria a engagé. En décriant Macron qu'il veut couper l'herbe sous les pieds du Nigeria et du Ghana en inventant un autre éco qui serait piloté par un autre pays. Tu ne peux pas dire que le néocolonialisme est fini. Macron est clairement néocolonialiste, comme Mélenchon est clairement de ce que j'appelle la France splendide, la France qu'on admire, la France qui estime que pour être une grande puissance, elle n'a pas besoin d'aller piller, d'avoir des réserves en CFA. Mélenchon a déchiqueté ce projet-là à l'Assemblée nationale. Si toi, tu n'es pas au courant, je ne sais pas ce que tu fais là. Si un journaliste de ton rang, d'un média de ce rang, n'est pas au courant que le néocolonialisme, que Macron s'est clairement inscrit dans le néocolonialisme. Ce qui a créé les rumeurs, vous savez qu'il y a un rumeur dehors qui dit que le président Biya n'a pas signé les accords secrets, qu'il a un froid avec lui, ainsi de suite, et d'autres choses. Et moi j'ai dit que s'il n'a pas fait ça, rien que pour ça, nous devons nous taire. S'il annule les accords secrets, ou s'il les diminue, parce qu'ils sont terribles. Pour savoir ça, il faut, Dival, avant que nous continuions sur un contrat, si vous ne voulez pas diviser les accords, c'est que l'émission finit. Parce que moi je pars. Oui, vous avez donné... Non, je ne parle plus si vous ne vous engagez pas. Parce que vous jouez. Moi, je viens mettre ma vie en danger ici. Et Duval. Je vous réponds, non? Oui, réponds. Vous m'avez posé la question, je réponds. Tu vas diffuser ça ou pas? Bien sûr. Il y a 5 éléments. Non, on fait comme au tribunal, je le jure. Mais professeur, en même temps, ce n'est pas une question de chirurgie. Si c'est pas ça, moi je l'aide. Professeur Jean Baïbek, là dehors. Professeur Jean Baïbek, non. Professeur Jean Baïbek, je vous invite à vous asseoir, je vous en prie. Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite. Moi, j'ai crevé l'abcès. Professeur Jean Baïbek, extraire le pu. Vous avez le devoir, on va le faire. Professeur Jean Baïbek, vous diffusez la... Professeur Jean Baïbek, on va le faire, oui. Professeur Jean Baïbek, j'aimerais pouvoir clarifier
un certain nombre de choses. Non, c'est moi... Vous permettez, parce que je suis le présentateur de cette émission. Non, moi je suis l'invité vedette. Et vous êtes l'invité. Je clarifie un certain nombre de choses qui concernent les règles de production d'une émission. Non. Nous avons conçu, élaboré ensemble, un conduit d'antenne avec des thématiques précises. Vous êtes en face des journalistes qui vous adressent des questions, des préoccupations, pour permettre aux téléspectateurs camerounais de mesurer les enjeux, de comprendre votre point de vue sous différents angles concernant une actualité précise. Alors, sur ce point, je vous en prie, sur ce point, en tant que journaliste, nous pouvons vous adresser les questions que nous estimons pertinentes, qui peuvent vous amener à clarifier ou à prendre position sur un certain nombre de choses en tant que leader d'opinion. Nous n'allons pas permettre aux téléspectateurs de croire qu'il y a de la brouille sur ce plateau, alors que vous êtes, comme vous l'avez indiqué, l'invité. Que ces clarifications soient faites pour que nous puissions, je vous en prie, poursuivre, que nous puissions poursuivre cette émission en bonne et due forme. Aux dernières nouvelles, officiellement, il n'y a eu aucune révision des accords en 2020 entre la France et le Cameroun. L'on se souvient qu'il y a eu en 2009 une révision de certaines dispositions d'un accord de défense qui avait été signé entre le Cameroun et la France. Aujourd'hui, vous accusez la France d'être une puissance néocoloniale. Vous citez l'avènement de l'écho après les critiques formulées par un parlementaire français, Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise en France. Mais sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, il y a des problèmes de convergence économique qui se sont posés au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire pour parvenir à l'écho. Est-ce qu'il faut déresponsabiliser les États africains, les dirigeants africains sur leur capacité à pouvoir conquérir la souveraineté économique et financière dont l'Afrique a besoin pour se développer? Non, le problème, Macron n'entre pas dans l'affaire parce qu'il y a incapacité. Ils ont un projet, ils ont un programme, ils ont un timing. Pendant qu'ils font ça, lui surgit comme un vaisseau dans l'espace. Il fait un projet biaisé, pourquoi? Parce que lui le signe d'abord. Ceux qui ont le problème, au lieu que s'il lui termine, il fait l'inverse. Pour cette raison-là, il change quelque chose. Ça va être produit quelque part, je ne sais pas où, ainsi de suite. Mais il tient la bourse. En fait, il coupe l'herbe. Nous avons le droit de la suspicion. Parce que cette affaire, à l'origine, est une grave injustice coloniale. Vous ne pouvez pas nous faire, et c'est pourquoi la France splendide ne peut pas l'accepter. La France ne peut pas nous faire ce qu'elle a décrié chez les nazis. Parce que les nazis ont fait la même chose aux francs français en France pendant l'occupation. C'est-à-dire créer une monnaie factice, hein, mais tous les réserves étaient dans la banque centrale nazie. Ils ont appliqué la même chose. C'est pourquoi c'est inacceptable. Sur cette base, l'Afrique veut se réveiller. Avec le Nigeria qui est la première puissance, il ne peut pas venir se mêler de ça. Et polluer ça, et compliquer ça. Si on l'appelle au secours, on fera. Si on a besoin de son coucou, mais il doit nous laisser faire. Pour ça, Jean-Bailly. Et Mélenchon a parlé pendant près de 15 minutes. Suivez, si tu n'as pas ça, je vais t'envoyer. Je vais demander ici à mes gars de t'envoyer ça et me suivre. La contestation de Mélenchon. Ce n'est pas normal que vous ne l'ayez pas suivi. Ou bien vous faites le malin. Vous venez ici, moi j'expose ma vie et celle de ma famille. Vous jouez au petit malin et puis vous voulez camoufler. Pour ça, Jean-Bailly, on va évoluer dans le cadre de cette émission. Il y a la question de la décentralisation qui est perçue comme la principale solution politique à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez indiqué qu'il y a une guerre qui est observée depuis déjà près de 4 ans. Le chef de l'État estime que la décentralisation, statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la mise en place d'un Public Independent Conciliator pour régler à l'amiable les conflits entre population et administration et conseil régional seraient des solutions idoines pour répondre aux aspirations des populations. Est-ce que cette décentralisation telle qu'elle est en train d'être mise en place avec ces conseils régionaux, avec ces statuts, ce statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, cela permettra de juguler la crise? Grosso modo, il faut dire qu'on ne lutte pas. Il faut que nous visions ça. Nous avons fait ça pendant 30 ans.
Après un certain temps, en moyenne de 5 ou 10 ans, on doit faire l'état des lieux, voir ce qu'on a acquis et ce qu'on n'a pas acquis. Réorienter les cibles, les objectifs et même les méthodes de lutte. Dans cette question-là, il faut dire que, tel que c'est fait sur la base des CV que j'ai vus, les présidents des conseils régionaux et même la plupart des conseils régionaux, le RDPC a choisi les bons profils. Et a priori, il devrait réussir. Parce que c'est des gens qui sont d'abord des bons CV, sont compétents. Ce que moi je connais, il y a un bon professeur de chirurgie, il y a un Timi qui est un excellent ingénieur, je crois. Ils ont de l'expérience, ils ont fait leurs preuves, ils sont de bonne foi. Du point de vue individuel, ça ne pose pas de problème, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont dans un bateau de malfaiteurs. Qu'est-ce que 10 honnêtes hommes dans un bateau de 75% de mercenaires pour faire? C'est ça la vraie question. Certains sont même en aubaine, je vais vous dire, pour sortir même de la guerre. Je vais vous dire comment sont les chirurgiens. Quand vous avez un chirurgien comme Angafo qui a entre 35 et 40 ans de chirurgie, il faut savoir que toute l'élite là-bas le connaît. Parce qu'ils font les mêmes lycées. C'est les gars qui font les classes, font les internats, ils le connaissent. Mais aussi, il n'y a pas une famille. À l'inverse, tous les petits gars qui sont en brousse, c'est eux qui le connaissent, lui ne les connaît pas. Il ne peut pas les connaître. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible qu'en 40 ans, il n'ait pas sauvé votre grand-père ou votre grand-oncle d'une prostate. Ça fait très mal la prostate. Hein? Un type qui sort ton grand-père de ça, tu ne peux pas l'oublier. Donc, de ce point de vue, par son métier, c'est quelque chose que le métier apporte. C'est comme ça que sont les bons chirurgiens. Et c'est un excellent chirurgien. De ce point de vue, il a de la matière. S'il envoie appeler ces petits gars-là, ils viennent. Parce qu'il le respecte pour la dette là, que c'est lui qui avait sauvé mon grand-père. Il n'y a pas une famille qui peut échapper en 40 ans. Ou 30 ans même, il n'y a pas. Je dis bien que lui connaît l'élite. Mais les petits soldats là, c'est eux qui le connaissent. Lui ne les connaît même pas. Ils doivent le rappeler. C'est comme moi, quand j'arrive quelque part, c'est les gens qui me rappellent que c'est toi qui m'avais fait telle chose. C'est comme ça. Et donc c'est une aubaine. Maintenant, est-ce que l'État veut exploiter ça? C'est ça le problème. Pourquoi l'État exploite ça? Il faut de la volonté politique. Il faut le croire, il faut lui faire confiance. Il faut fusionner la commission Fayengo et Paul Tasson et même le gouverneur autour de lui, laisser diriger. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? Je ne sais pas. Que c'est lui qui a le truc, parce que c'est comme ça la chirurgie, c'est comme ça la médecine. Un vieux appelait ça le pouvoir médical. Si on lui donne les moyens, peut-être un peu de politique instituée, un peu le moyen et le pouvoir, il peut faire finir ça. Parce qu'il peut parler à ses enfants. Parce qu'il peut parler aux cadres. Les cadres, si ce n'est pas eux-mêmes. Demandez à Fayengo s'il connaît Angwafo. Prof, you are talking about Angwafo, that's the Northwest, but there is a different president in the Southwest, for example. I'm just saying that you are painting a good picture of the president in the Northwest. Il est bien pour le Nord-Ouest, ok, mais c'est valable pour tous les anglophones. Ce que je te dis là, il est influent. Parce que comme je suis là, à me battre maintenant, if I want a window to come out, I make them come out. I don't know to like this. There are many. I don't even know them. It depends if I work or I did not work. You understand? That's a medical power, surgical power. That's what they are used to say. Surgeons are sorciers. Comment on appelle en anglais? He's a surgeon. Sorcier. Which is? Sorcier in French. Witchcraft. Witchcraft man. That is surgery. So this surgeon is opportune. Is this government like? If they don't like, they will not give him moyen. No? S'il faut l'argent, on ne lui donne pas.
S'il faut même les contrats, on ne lui donne pas. S'il faut le pouvoir, on ne lui donne pas. Il ne va pas. He's going to be given the same resources like the president in the littoral, the president of the Southwest, the West region, all of that. Il faut savoir, que les chirurgiens sont cohérents. Si un chirurgien travaille quelque part 10 ans, après ça, tu envoies un préfet là-bas. S'il y a un problème, demande au chirurgien là. Le préfet là ne connaît pas parce que lui-même là. Prof, you're only talking about your friend, chirurgien. You're only talking about your friend. I'm telling you how he's not the only president. He's the president of a single region. We have 9 other presidents in 9 other regions in Cameroon. But that two regions, they have a specific problem. But he's not the president of the 2 regions. He's the president for the Northwest. I benefit on that question to speak of that war. I do not want to speak on the war. Okay. And that example is an example that in this case, the CPD, the president's selection is seemingly good and is not a problem. What may be a problem is that in other regions that I do not know, they may use it to organize more prevarication. Understand? So the president of the region may be linked with the governor to steal more money. Oui, Duval. Donc on peut utiliser ça positivement, on peut aussi l'utiliser négativement, enfoncer la région. Ça dépend. Mais je t'ai pris 2 exemples qui, sauf si le diable entre en eux, ont fait leur preuve. Ils devraient avoir au moins le niveau de résilience. Et ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est de ne pas la résilience comme Moutazé appelle. Le vrai problème, c'est aller à l'émergence. Et l'émergence, c'est ce que le président a fixé là. 8%, le taux de croissance, chemin de fer, Douala. Maintenant, je te demande, même si tu fais 1000 présidents de région, même si dans un groupe, pour faire l'autoroute, 60 km, ils font 5 ans. Le travail du chemin de fer dépasse le travail de l'autoroute. Maintenant, pour faire le chemin de fer du président, c'est 1500 km. 1000 ou 1500. Si tu fais 5 ans, pour faire l'autoroute qui est moins difficile, 60 km, tu vas faire 10 ans, tu vas faire 1000 km de chemin de fer. Ces projets sont réalistes, selon vous? Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans cette affaire, pour comprendre bien l'affaire là, tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, pour bien comprendre ça, il faut comprendre que en 2004, quand le président a fait son 2e mandat, il devait partir en 2011, parce que la Constitution le disait. Il y a un groupe qui est né, qu'on appelait le G11, qui était prêt à prendre le reste. C'est les biaïstes, hein. Le premier groupe de biaïstes est né pour prendre le pouvoir en 2011, c'est le G11. C'est les biaïstes naïfs, le G11. Ils sont là où ils sont. La Constitution a été modifiée, le président a rempli. Maintenant, il devait aller jusqu'en 2018. À ce moment, le 2e groupe est né. Comme le D11 était des AKO, le 2e, le G18, chef de file là-bas, c'était Canton. C'est un ancien biaïste. Lui-même dit. C'est pourquoi les deux se respectent. Quand l'un veut parler, l'autre ne parle pas son nom. Il dit seulement ce qu'il a fait. Le G18. Et maintenant, 2018, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et il y a un 3e groupe qui a compris. Après l'échec du G11 et l'échec de il a compris que ce que le président a fait, il dit que maintenant la succession, il vous donne 4 mois pour organiser la succession si quelque chose lui arrive. 120 jours. C'est le G120, c'est comme ça que j'appelle ça. Et maintenant, le G120, dans son besoin de suivre, tout ce que tu vas voir au Cameroun est une manipulation du G120. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt, 1, de survivre, en attendant que ce qui va arriver pour que le président leur laisse la place. C'est comme là-bas à l'ouest de Bamileke, les fils, les successeurs potentiels qui discutent la chefferie avant la mort du chef. Ils n'attendent pas le jour où on arrête. Puisque vous dites là-bas que vous arrêtez, non?
Tout à fait. On arrête un successeur. Ils n'attendent pas l'arrêt du successeur. Ils veulent dire qu'ils sont chefs avant. Donc, ils veulent survivre. Ils veulent pouvoir tenir parce qu'ils savent qu'ils peuvent exploser. L'exemple de la Côte d'Ivoire montre ça. Parce que quand ils explosent en 2000, c'est les oufetistes qui explosent. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas un babou. Le coup d'État vient d'un upéciste, d'un oufetiste. OK? Pour tenir jusque-là, pour pouvoir survivre à l'époque et pour supporter ce qui arrivera. En fait, le G120 est finalement, on va dire, les biaïstes réalistes qui savent tous les gaffes qu'ils ont commises. Ils savent le mécontentement que le président, parce que le président est vraiment mécontent d'eux. Ils n'ont pas travaillé pour lui, ils ont tout gâté. Et qui se disent que d'ici à là, on attend seulement ce qui va arriver. Si on survit, si on meurt, tant pis pour nous. Justement dans... Et entre-temps, donc, ils ficellent des choses mirobolantes qu'ils présentent au président. Voilà ce qui se passe. Tout ce que tu vois là n'est pas une volonté réelle. Ils disent même des choses impossibles, ils ne se rendent même pas compte. Et ça passe par des mailles qui ne sont pas... Et puis ils fabriquent des sophismes et disent au président, comment ils vont faire? Vous ne pouvez pas construire 60 km d'autoroute. Vous prenez 5 ans, vous faites 60 km. Et vous dites que vous allez faire... Vous allez arriver en Djamena avec le chemin de fer à 2 voies, ou bien vous voulez aussi faire à 1 voie cette fois-ci. Comment vous allez faire? Dans ce schéma que vous venez de décrire, de bataille politique... C'est la bataille du... C'est la manipulation du G120. Dans cette bataille que vous venez... Dans ce schéma de bataille politique que vous venez de décrire pour la succession ou bien pour l'après Paul Biya, il y a le professeur Maurice Kamto qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle. C'est le G18. Qui n'a pas... C'est le chef de file du G. C'est un biaïste. Hein. Qui revendique, c'est vous qui le dites, parce qu'il ne l'a jamais évoqué de façon officielle. Avoir été le collaborateur d'un président de la République ne signifie pas que vous participez à l'idéologie politique de ce chef de l'État. Il ne l'a jamais dit officiellement, mais au moins depuis 2018, après l'élection présidentielle, il revendique... son discours avant. Je vous en prie, professeur. Moi, je l'ai défendu. Toi, tu ne l'as pas défendu. Permettez que je puisse aller jusqu'au bout. Moi, j'ai dit qu'on ne touche pas. Permettez que j'aille jusqu'au bout pour qu'on puisse comprendre l'intérêt de la question que je pose. Le professeur Maurice Kamto estime qu'il faut réformer le système électoral pour que les mécanismes de succession ou d'élection, de désignation de nouveaux présidents soient démocratiques. C'est une position qui est partagée par le SDF et d'autres formations politiques. Alors ce fameux G120 dont vous êtes en train de parler, est-ce que ces batailles qui sont en train d'être faites prennent en compte la nécessité de respecter à la fois la constitution du Cameroun et les enjeux des réformes du système électoral? Ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas l'intention de respecter ça. Ils ne peuvent pas respecter quelque chose qui ne va pas leur permettre de gagner, même si c'est juste. Comment comprendre ça? Ce qu'il faut comprendre, comment ils vont faire le chaos? À mon analyse, ils vont faire le chaos. Si ça ne leur profite pas, ils s'organisent pour que ça leur profite nécessairement. Ils vont s'organiser et ils vont utiliser leurs méthodes. Ils ont 3 méthodes pour faire ça. Je vous ai donné les 5. Qui sont leurs 5 maladies? La prévarication, ils ont beaucoup d'argent. Le népotisme, ils ont placé les leurs partout. L'oppression, ils matent tout le monde. Vous savez que moi, mon suspens, on mate. On m'a suspendu arbitrairement. Ils ont perdu au tribunal. La manipulation change la vérité. Et l'imposture, on ment. C'est ça qu'ils utilisent pour pouvoir être encore ou succéder. Eux. Pas quelqu'un de notre groupe. Il faut le savoir. Maintenant, le problème de l'opposition, c'est dans cette affaire-là. Je vous invite à poursuivre ce débat sur la question politique, les enjeux de l'opposition et l'avenir du Cameroun dans la deuxième partie de cette émission. D'abord, une courte pause dans l'émission La Vérité en face avec pour inviter le professeur Jean Baebek pour la première de l'année 2021.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face, première édition de l'année 2021. Invité ce soir en direct sur Equinox Télévision, le professeur Jean Baïbek, UPCiste, fondamentaliste et chirurgien. Professeur, vous étiez en train d'évoquer les capacités de l'opposition camerounaise à faire face à ce groupe G120 qui tente de s'accaparer du pouvoir au sommet de l'État. C'est pourquoi l'opposition doit comprendre, et toutes les bonnes volontés doivent comprendre, qu'on ne doit plus rester dans le schéma classique, c'est-à-dire opposition, parti-État, la France néocoloniale. Non. On doit chercher, parmi les partis d'opposition, quels sont nos vrais amis. Et nos vrais amis, c'est les opposants de principe, pas les opposants d'occasion d'intérêt. Qu'est-ce qui les différencie? C'est le type que, s'il n'est pas maire, conseiller municipal, député, quitte. Il est là pour ses intérêts, il n'est pas un opposant. Il ne peut pas être leader, il peut être militant. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas un opposant, ça. Il faut être opposant de principe. Là-bas, de l'autre côté, chez les adversaires, parce que le parti État, c'est les adversaires, ce n'est pas des ennemis. Chez les adversaires, il y a de vrais adversaires et de faux adversaires. Un faux adversaire, c'est un type que bien qu'il soit dans le système est resté correct. Je vous ai cité que deux conseillers, présidents de conseil régional, qui ont fait leur preuve antérieurement sur 30 ans. Presque rien à leur reprocher. Presque rien. Personne n'est parfait, mais ils n'ont pas de grosses casseroles. C'est donc des gens corrects dans le RDPC. C'est pour vous les biaïstes, les RDPCistes. Vous voyez que je ne suis pas tout extrémiste avec vous. Je vous reconnais ce qui est bien fait. Il y a des gens là-bas. Ils sont des mauvais adversaires. Ils sont des mauvais adversaires. Donc ils sont avec, en fait, les vrais amis. Et maintenant, dans le néocolonialisme, il y a des gens splendides, des gens bien. Et les néocolonialistes. Tous les Français, et même la majorité des Français, n'est pas faite des gens qui pensent qu'il faut aller voler en Afrique pour vivre. Non. Les Français ont rendu d'énormes services dans le monde. Je vous ai dit la notion de république, là, dans l'état du monde, les 195 pays se revendiquent presque tous de république. C'est le travail de Jacques-Jean Rousseau, un Français. Les droits de l'homme, c'est les Français. Toute la philosophie des Lumières, c'est les Français. Donc il y a des Français corrects. Et dans la diaspora, je veux dire qu'il y a une diaspora silencieuse et observatrice et positive. On doit donc faire un axe de lutte qui a les Français splendides, la diaspora silencieuse, les mauvais adversaires et les bons amis. Qui luttent contre les mauvais amis, qui sont plus eux-mêmes associés aux bons adversaires, eux-mêmes associés au néocolonialisme, eux-mêmes associés à la diaspora complice et activiste. C'est comme ça qu'il faut organiser la lutte. Il faut la réorganiser, ça c'est mon point de vue. Il faut arrêter de prendre qu'on sommes dans l'UPC parce que tout le monde a mis le rouge dans l'UPC, non. Quand on est dans l'opposition, tout le monde, non, non. Il y a des types qui disent qu'il est opposant, mais en fait, tous les jours, il est là-bas, dans leur atelier. Il défend les positions des gens faux. Il y a des gens, il dit qu'il est là-bas, mais il fait des choses correctes pour la République et pour le peuple. On doit être avec lui, en réalité. Puis maintenant, fixer les cibles. Savoir que le néocolonialisme est notre problème central, les autres problèmes sont secondaires. Parce que c'est lui qui a gâté la fondation dès le départ. Et c'est lui qui continue à soutenir comme Baptiste sur une mauvaise fondation. Parce qu'un immeuble qui dandine, qui veut tomber, l'arrange parce que pendant ce temps, lui, l'espoir du pétrole. C'est levé pour comprendre que
le parti État, Biya est un adversaire, c'est vrai. Mais il n'est pas prioritaire au néocolonialisme qui veut faire main basse. Et que nous ne sommes pas les seuls peuples à avoir ça. En 1935, lorsque Chiang Kai-shek, en tête des nationalistes, et Mao Tse-tung, en tête des communistes, se battent pour la souveraineté de la Chine, ils sont attaqués par le Japon, qui est dans l'axe Rome-Berlin-Tokyo, avec les nazis. Ils sont mis ensemble pour mettre d'abord le Japon dehors. Quand ils ont fini de mettre le Japon dehors, Mao, qui était le plus fort, a refoulé Chiang Kai-shek dans l'autre, dans l'île, et il a formé là-bas ce qu'on appelle la Chine-Taïwan. Il lui a fait la concession, on pouvait le poursuivre jusqu'à là-bas, mais il a fait la concession, ok, fais ton nationalisme là-bas, moi je fais le communisme ici. Donc nous devons apprendre à nous battre, à se faire des concessions à un certain moment, et à savoir que le problème central n'est pas là. À ne plus faire l'erreur qu'on a fait en 82, lorsque Biya a voulu annuler le 3e accord, lorsqu'il a dit que le Cameroun est la chasse gardée de personnes. Il voulait dire que lui peut vendre le pétrole là où on achète bien. Il n'est pas obligé de vendre là où vous voulez. On l'a affaibli avec notre coup d'État raté. On ne doit plus faire ça. On ne doit plus faire l'opposition aveugle. Donc, on fixe les coalitions de lutte. Il faut les fixer. Il faut fixer les cibles. Il faut fixer le type de lutte. Par exemple, on a lutté depuis... La lutte diplomatique est faible. On a ouvert les nouvelles luttes, les luttes judiciaires. On ne savait pas qu'on peut attaquer les hommes d'État pour leurs actes, ni même les individus pour les actes de justice qui n'appliquent pas. Maintenant, on le sait. Il y a le front judiciaire à développer. Il y a le front diplomatique à ouvrir les méthodes de lutte. Pendant ce temps, il faut qu'on apprenne aux militants et aux cadres que vous êtes à acquérir chacun l'indépendance financière. Parce qu'avec l'indépendance financière, que tout le monde prendra les décisions, les choix libres. On réglera ce que la base décrit. La brigade anti-sardinage, la sardinavie. C'est quoi concrètement? À quoi vous faites? C'est l'homme qui décide sur la base des sardines qu'on lui a données. Il faut qu'on arrive à dire aux citoyens, refusez les sardines parce qu'il peut acheter sa sardine. Pas parce qu'il faut pas qu'il ait faim. Sauf s'il est un handicapé, un malade, un enfant ou un vieillard. Ce n'est pas normal qu'une personne normale, homme ou femme, qui n'est pas dans les 4 catégories-là, aille même prendre ça. Il faut que tout le monde arrive à... Quelle est l'ampleur de ce problème au Cameroun? Mais il est énorme, il est énorme, il est presque universel. Il est universel. C'est-à-dire que 85% des Camerounais qui ne travaillent pas là, d'accord? Et même ceux qui font les 15% qui travaillent à la moitié, donc 90%. Il faut qu'on inverse. Qu'il n'y ait qu'un maudit qui fasse ça. Et pour qu'on inverse ça, il faut qu'on crée une stratégie économique qu'on vulgarise. Indépendance économique et financière pour que tout le monde puisse gagner sa vie et être indépendant de ça. Est-ce que ceux de l'opposition qui n'ont pas les manettes du pouvoir peuvent mettre sur pied une telle stratégie et la vulgariser et la faire implémenter? Oui, parce que le Cameroun a quand même la liberté d'association, d'organisation, de déplacement. Tu peux faire des réunions. Quand je me suis arrêté ce matin chez Fauben pour regarder comment ils fabriquent les Allemands de poisson, personne ne m'a arrêté. Je suis sorti, j'ai mangé chez lui, j'ai mangé le poulet que sa femme élève. J'ai envoyé les photos à ma famille. Ils ont vu, j'ai vu sa machine, comment ils fabriquent les Allemands de poisson. Personne ne peut arrêter. Le problème, c'est que les élites politiques, nous avons voulu changer le Cameroun avec un peuple affamé. Comme il est affamé, nous ne pouvons pas l'éduquer. C'est pourquoi je pense que nous devons faire les deux. On doit s'engager définitivement dans l'éducation économique et financière du peuple camerounais. Et dans la lutte politique, les deux simultanément. Mais, parce qu'un peuple indépendant, économiquement et financièrement,
fera ses choix politiques. Professeur, justement, il se trouve, selon certains analystes, que cette stratégie qui consiste à affamer le peuple entre dans la politique d'assurer la pérennité de ce néocolonialisme-là. Oui. Et que, justement, il va falloir mettre en place des mécanismes, comme vous dites, pour pouvoir mettre un terme à cela. La question que je pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'il ne faut pas envisager, puisqu'on parle de la lutte, est-ce qu'il ne faut pas envisager des batailles sur plusieurs fronts à la fois sur le continent? Ça ne doit pas être une affaire isolée au Cameroun, puisque vous avez dit que la question qui préoccupe, c'est le néocolonialisme. Et cette question, elle est centrale, elle est globale sur tout le continent africain, en tout cas l'Afrique noire. Très bien, Duval. Est-ce qu'il ne faut pas envisager des points? Très bien, Duval, je suis très content de ta question. Ça veut dire que tu prends l'avance. Je me réservais d'entrer là-dedans, tu as compris. Il faut que tu travailles à vulgariser ça. Il faut une coalition horizontale. C'est-à-dire l'UPC, le MRC, les RTPistes positifs, le FPI en Côte d'Ivoire, le Parti socialiste au Sénégal, le FLN en Algérie, l'ANC en Afrique du Sud, Duval, ouais. On doit se mettre ensemble contre le CFA, contre le néocolonialisme. Après la coalition verticale, la diaspora positive, la France splendide, les RDPistes positifs et les vrais amis. Donc il y a une coalition verticale plus une coalition, un repère orthonormé, comme dirait un étudiant de 3e. C'est comme ça qu'on doit organiser la lutte. Et c'est bien que tu comprennes ça, que tu anticipes. C'est ça que l'avant-garde, les cadres, c'est vous qui ferez la révolution, Duval. But Prof, we noticed that maintenant, avec un contenu idéologique, vous aurez un contenu idéologique avec lequel vous aurez éduqué le peuple à la base. Et les mots d'ordre à la base, la révolution viendra tout seul. Pour travailler sur les consciences. Oui, oui, avec des groupes ciblés. Vous devez expliquer aux fonctionnaires qu'ils ne sont pas fonctionnaires grâce à quelqu'un. Ils sont fonctionnaires sur concours. Et que la fonction publique n'appartient pas à un parti politique, mais à un État. Et que l'État, c'est eux, que c'est un droit. Et que votre lutte, c'est pour l'intérêt général. Vous devez l'expliquer aux fonctionnaires. Vous devez l'expliquer aux militaires, aux policiers. Vous devez réunir ce que réussir ce que Lénine avait réussi. Vous savez que le jour où il fait la révolution bolchevique en novembre 17, il n'y a pas une goutte de sang. Le roi fuit tout seul. Parce que le peuple, l'armée, la fonction publique, tout le monde est préparé. Vous devez chercher à prendre le pouvoir sur un peuple préparé. Si vous voulez le pouvoir sur un peuple qui est au bar de 16h à 22h, Armstrong, ben le même peuple vous égorgera. Ce que je vous dis là est sérieux et déterminant. C'est les choses stratégiques que je ne vais pas dire ici. Mais puisque tu as soulevé la question, je suis content que tu comprennes. Je suis content que vous compreniez. Je pense que je n'ai pas perdu mon temps ce soir. Si au moins vous avez compris. La diaspora nous suit. Elle est là. Les Camerounais, le Bamileke qui va aller à la NASA là. Un Tchang, c'est qu'il y a un truc. C'est que les Tchang, on les connaît par fac. Ils ont un suffixe en fac, il y a quelque chose fac. Hein? D'autres, les autres qui sont chefs d'industrie en France. Il y en a les directeurs de banque au Canada. Vous savez combien d'enfants moi j'ai élevés qui sont là-bas? Tout ce monde-là. Et c'est pour le bien de tout le monde. Le bien, même les gens du RDP savent que c'est bien pour les enfants. Même les gens du RDPC souffrent. Quand vous dites que je suis conciliant par rapport à Idjo, vous savez que c'est de force qu'Idjo quitte Air Afrique, qui était un truc néocolonial, et que Khmer, on est là en plein Pompidou, entre De Gaulle et Pompidou, c'est la même chose. Il n'était pas d'accord, il crée Khmer, il donne la Kodak. Il ferme EDC, il crée Sonel. Il ferme le tour des eaux, il crée SNEC. En réalité, Aïdjo avait muté. C'est un vrai Camerounais. Un
Camerounais d'accord avec le colon modèle. Comme ça, les Camerounais, ils aiment tellement leur pays. Qui vous dit qu'il va faire, laissez. Vous allez voir. En route de trahir, il devient nationaliste. Même Biya a voulu. Mais il a eu trop de problèmes. Parce qu'après notre truc de 84, je ne vais pas répéter le mot pour ne pas stigmatiser. En 85, regarde comment le gars là s'essouffle. C'est pour bon. Il est obligé de changer le nom du parti à Bamenda. Mais même là-bas, vos gens, vous les biaïstes là, même pour prononcer, c'est Maï qui prononce un UPCiste. L'UNC devient RDPC. C'est Théodore Maï Matip. Pour lire le discours, c'est Théodore Maï Matip. Il n'y a personne pour lire. Il n'a pas fini ça, la crise. Alors qu'il est en train de parler de la concurrence au sein du même parti. Vous vous souvenez, la campagne électorale, vous étiez né, non? Moi, j'ai terminé mes études de médecine. On a lu dans les livres d'histoire. Vous avez lu dans les livres, donc vous n'étiez pas né. Bon, je vous dis, alors, il regarde la concurrence au sein de ce nouveau RDP. C'est la concurrence. Mais il n'a pas terminé ça, boum, le mur de Berlin tombe. Regardez le nombre de problèmes qu'il a eu. Pour le condamner sans lui donner les circonstances atténuantes. Vous comprenez pourquoi, hein? Moi, mon analyse, je comprends pourquoi un type comme Maurice Kamto avec lui le soutien. Comment expliquer ça? Comme Maurice Kamto avec lui le soutien, est-ce que tu pouvais ne pas soutenir un type qui dit que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de personne? Après ça, on lui flanque un coup d'État. Tu ne soutiens pas pourquoi. Moi, je veux vous dire, moi, père à son âme, mon oncle est décédé la semaine dernière, Albert. Vous devez savoir ça. Sa mort est très importante parce que c'est lui qui me détermine à faire les études de médecine. Je veux faire les études de médecine, c'est une décision plus. Mais moi, je ne sais pas comment faire. Parce que pour entrer au cul, c'est trop dur à l'époque. Quand je passe le bac en 83, je vais lui dire, je veux m'inscrire en physique. Je suis venu m'inscrire en physique. Je veux faire la médecine, mais je ne sais pas comment faire parce que pour entrer au cul, c'est trop dur. Il me dit que tu ne vois pas comment le Cameroun change. Parce que rigueur, la leçon, ça chauffe. Il me dit, si tu fais, va apprendre. Si tu apprends, tu vas passer. Le Cameroun change. Il n'a pas raté. Père son âme, Albert. Son corps est à la morgue. Hein? J'annonce ici son décès. Bayemek Albert, son nom ressemble bien. Il est à la mort qu'on devrait l'enterrer en fin janvier. Mais c'est lui qui me termine et ça n'arrête pas. Ça a été corrigé 2 fois. Mais ça n'a pas, la première fois n'a pas été pour lui. Qu'on a corrigé, c'est passé. Deuxième truc déterminant, en 92, quand j'entre en spécialisation, je suis le premier, hein? J'ai fait 2 concours, le concours pour aller faire la spécialisation en France. Je suis le premier. Concours pour entrer ici, je suis le premier. Les Français me barrent parce qu'à l'oral, ils me demandent UPC, je dis bien sûr, quelle question. Vous êtes d'union que le oui. Vous êtes UPC, bien sûr, quelle question. Ça finit là. Je rate. Il me dit, va voir d'abord ta grand-mère. Quand il est venu chez ma grand-mère, il me dit qu'elle t'a dit quoi? Elle dit que je ne parle plus de l'UPC. Qu'est-ce que je termine mes études? Il me dit ça que je voulais dire, mais il faut que tu entendes ça. D'être comme tu l'aimes beaucoup. Et troisième terminant, quand il revient en 2000, je suis en froid avec le recteur Soso, avec Edjoa, en froid, il ne veut pas enseigner. Albert me dit, tu ne veux pas enseigner, tu viens avec la tête pleine, moi je te connais. Tu as ta tête pleine, tu refuses à donner à tes compatriotes parce que tu ne t'attends pas avec les gens. Le recteur se négocie 3 mois. Mais en fait, ce qui me détermine à devenir professeur de médecine, pour distribuer ce que j'avais dans la tête, c'est Albert. Professeur Jean Baïbek. D'accord? Est-ce que les nouvelles générations aujourd'hui... Vous demandez pourquoi? Regardez le parcours d'un homme, la vie. Vous comprenez pourquoi je dois prendre de la hauteur pour comprendre tout ça? Mais il y a quand même et qui nous a prouvé que regarde, moralisation ne jouait pas avec. Comment on a passé. Comment aujourd'hui on peut retrouver cette moralisation? Nous sommes 2 dans la classe terminale qui ont fait ce concours. La terminale C du lycée de Bonabéré 82-83, nous sommes 2 à faire. Bédimo, vous savez où il est?
les professeurs titulaires et patrons des maladies infectieuses dans tout le Texas. Tout le Texas, aux États-Unis. Son père était le directeur de l'école publique là quoi. Directeur de l'école publique là quoi, ça valait quoi? Tu pouvais passer le concours d'Aïdjo. Parce qu'à l'époque, c'était la chasse gardée. C'est-à-dire, c'était les familles, on désigne que telle famille doit avoir un médecin, il n'y avait pas le mérite. Famille et Woody, là-bas dans le fond d'une came pouvait. Instituteur à quoi? Il est là. C'est une des familles que quand j'arrive à Douala, je suis pas à l'hôtel, c'est là-bas que ma famille savait que je suis chez les Bédimons. Ils connaissent mes parents et vice-versa. En fait, d'autres parents. Est-ce que ce mérite existe encore aujourd'hui? Non, mais il y a eu cette intention. Je ne suis pas biaïste. Hein. Je ne suis pas biaïste. Mais moi, je suis un homme rationnel. Je peux faire le parcours avec toi. Pour les idées, pour les principes, si tu changes ou tes résultats changent, je ne suis pas avec toi. Je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais acheté la carte du RPC, je n'ai jamais été à un meeting du RPC, je n'ai jamais été à une réunion du RPC, je n'ai jamais été ami à un type du RDPC. Ce n'est pas possible. Ok? Mais est-ce que ça m'empêche de dire que à ce moment, ce type a eu tel résultat, a fait telle chose? Non. Parce qu'il ne faut pas se tromper, Cédric. Au sein du même parti, vous allez avoir des gens qui ne peuvent pas faire ça. Hein. Vous allez avoir des gens qui ne peuvent pas atteindre ces résultats. Vous allez avoir des leaders corrompus. Vous allez avoir des camarades tordus. Et pire, les êtres humains sont comme ça. Il ne faut pas croire que les organisations fabriquent les êtres humains. En particulier les cadres. Les gens viennent avec une éducation et s'inscrivent dans les partis. Et il faut se méfier de toujours laminer les autres. Et surtout quand un a fait des choses, il faut le reconnaître. Et il faut faire l'effort d'implémenter et d'élever nos organisations, nos partis politiques. Professeur Jean Baïbek, dans le fil conducteur de cette émission, il y a le chapitre santé. Vous avez certainement appris cette nouvelle. Le centre d'hémodialyse à l'hôpital régional à Bamenda a été fermé pour cause de panne de certains appareils indispensables dans les séances de dialyse. Comment vous réagissez lorsque vous apprenez une telle nouvelle? Nous avons une maladie générale, la maintenance, qui participe de la gouvernance. Ne pas savoir qu'on a la maintenance, ne pas savoir qu'il faut un service de maintenance, ne pas savoir qu'il y a la maintenance systématique et la maintenance à la demande. Même avant nos voitures, nous le faisons, non. C'est-à-dire que nos voitures, on attend la panne avant d'amener au garage. On ne sait pas que la voiture doit aller au garage. Sur la notice de la voiture, c'est écrit qu'elle doit aller au garage après telle date. Et quand elle va au garage, on met dans les machines, on change tel nombre de pièces. Et puis maintenant, elle va aussi au garage par nécessité. Nous avons ça. Après ça, il y a la prévarication. Après ça, la malgouvernance, vraiment, ça ne m'étonne pas. Et la gestion de la crise sanitaire, le Cameroun a subi près de 9 mois des crises liées à la pandémie de Covid-19. Vous avez vu le parlementaire Jean-Michel Nithieu dénoncer des soupçons de détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Non, je crois que la gestion technique et scientifique, bon, on s'est battu. Mais vous savez que c'est une crise qui a des mensonges internationaux, comme le banditisme international. Vous savez qu'on a combattu Raoul en France pour l'affaire de la courquine, parce que la courquine ne donne pas l'argent. Donc il y a une malhonnêteté internationale autour de l'affaire qui fait que c'est trop difficile de critiquer le Cameroun. Mais il y a deux questions sur lesquelles notre ministère ou notre gouvernement doit être clair. La première question, c'est où est-ce que lui, là, parce qu'ils ont eux-mêmes publié plusieurs marchés. Comment on fait pour qu'un seul type qui a 3 entreprises gagne le même jour 3 marchés qui font au total 1 milliard et 2? On a vu ça.
le même type, à 3 entreprises, 3 noms différents, quand on totalise les marchés qu'il a déjà gagné, livré 1,2 milliard. Première question. Gré à gré, tout ça, ce n'est pas un problème. Deuxième question à laquelle ils doivent répondre. Où est-ce qu'ils ont pris cette marchandise à livrer, puisqu'on sait que les deux pays qui fabriquent, la Chine et l'Inde, avaient interdit à leurs fabricants l'exportation pendant cette période. Je le sais parce que moi je fais ça. J'importe les consommables médicaux et les machines. J'ai même des amis là-bas qui m'ont montré que leur pays, non, on ne peut pas buyback. Le pays a refusé, on ne peut pas. Comment eux ils ont emporté jusqu'à livrer? Ils doivent répondre à ça. Si la Cour des comptes, voilà la question que la Cour des comptes doit leur poser. C'est quand ils répondront à ça qu'on reviendra là-dessus. Voilà. Le Cameroun s'apprête à accueillir le CHAN dans quelques semaines. Est-ce que notre système de santé est prêt au regard de l'afflux des spectateurs des différents pays qui viendront suivre cette compétition africaine? Moi, je crois que le Cameroun est un pays. On est un pays spécial. Hein. On est aussi très chanceux. Hein. Et je croise les doigts qu'on va être très chanceux. Mais je ne crois pas que. Je ne crois pas que. On n'a pas les routes. Les stades ont été durs. On a reporté. Qu'en quelques temps, on a fait. Non, je ne crois pas. Non, en fait, pour vous, les infrastructures, ce n'est pas au top, mais au petit bonheur, la chance. Oui. On croise les doigts parce que nous on aime le Cameroun, parce que j'aime le Cameroun et parce que bon, je ne peux pas souhaiter qu'on rate. Parce que il ne faut pas aussi trop décourager les Camerounais. Il ne faut pas aussi trop les décourager. Et j'espère qu'on essaie de faire le mieux que l'on pourra avec ce qui est là. Mais c'est largement insuffisant. Prof, is the security issue too not going to have an impact on CAN? Ils n'ont pas pu. C'est-à-dire que il faut savoir que de ce point de vue, la difficulté est venue, n'est pas leur faute, ils profitent seulement. Toutes les machines qu'il fallait commander n'ont pas été commandables. En fait, les usines ont fermé en Chine. La Chine est la grande usine du monde. En réalité, c'était impossible d'importer. Ils n'ont pas pu importer. Donc, en fait, le marché qu'ils disent livrer, là, ils mentent. Ils mentent, ils n'ont pas pu livrer. Donc pour vous, le matériel... C'est les marchés fictifs. C'est dans nous, comme tu veux le mot. Tu crases le morceau. Ils n'ont pas pu, ils ne peuvent pas livrer ça parce que c'était interdit. Parce que quand la Chine ouvrait un peu, ou l'Inde ouvrait un peu, il y avait un marchandage terrible. C'est-à-dire tu commandes ce bic à 100 francs. On fait des paquets. Tu es la France. Tu commandes, on fait des paquets pour te livrer. Les États-Unis viennent donner 200. On leur donne. Quand tu reviens, on te dit que tes 100 francs, là, on peut même te rembourser 110 francs. Dans ce jeu-là, quel entrepreneur camerounais pouvait venir de là où les entrepreneurs français... Mais on a annoncé des kits pour faire les tests Covid. Ils ont même montré. Plein de matériel. Ils sont suspects. C'est eux qui doivent dire la différence entre ça et les dons. C'est à eux de clarifier, c'est pas moi. Donc pour vous, il y a une confusion qui a été créée. J'ai tout dit. Moi, je ne fais pas des accusations n'importe comment parce que c'est que le Cameroun est un état de droit, hein, qui est au moins en construction. Hein. Tu ne dis pas des choses dont tu n'as pas le preuve. Ça sera à toi de prouver. Moi, je n'ai pas dit ça, c'est toi qui veux dire ça. Si tu veux dire, mais j'ai dit que c'est eux qui doivent prouver où sont partis les dons. Et ils doivent prouver ce qu'ils ont acheté, où est-ce que c'est parti, d'où est-ce que c'est venu. Pour nous rassurer. Le gouvernement a annoncé la couverture santé universelle. Elle devrait être mise en place. On ne peut pas faire ça tant qu'on n'a pas. Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que ce système peut être implémenté au regard du fonctionnement du Cameroun, du niveau de couverture déjà sur le plan couverture sociale et des capacités des Camerounais à pouvoir faire face à des cotisations indispensables pour y parvenir? Le problème n'est pas la capacité des Camerounais à cotiser. Parce qu'on cotise au prorata. Dans un bon système, on prélève les entreprises, c'est là où il y a la masse d'argent. On prélève l'État, puis on prélève les citoyens. Hein? À la fois dans leurs revenus, mais aussi dans une sorte de TVA. Ce n'est pas le problème.
Le problème, c'est la gestion de cette masse salariale pour qu'elle joue le rôle qu'elle doit jouer. Et c'est très difficile de le faire dans un peuple qui n'a pas d'éducation par rapport à la corruption. Entre les médecins qui doivent faire les cliniques, les hôpitaux qui doivent faire les factures, le système qui doit contrôler, le système qui doit ordonner le paiement, le système qui paye. On n'a même pas réglé le problème des marchés publics. Ça, on va régler comment? Non, on n'a pas un système fondamental qui permet de mettre ça en jeu. Si on met ça en jeu, il y a le risque d'échec est extrêmement élevé et l'échec par la corruption en bande organisée. Vous parlez de la corruption. Pourtant, on a vu la CONAC depuis de nombreuses années mener des campagnes de sensibilisation des citoyens sur la nécessité d'éviter des actes de corruption et de les dénoncer. Pourquoi cette pratique de la corruption ne baisse pas au Cameroun? Bon, ça c'est une étude scientifique qu'il faut faire. Moi, je ne peux pas faire d'études scientifiques là-dessus, mais je sais déjà qu'il faut qu'on applique l'article 66. C'est la déclaration des biens. Voilà, ça c'est un pilier. Deuxième pilier, il faut qu'on expose moins le citoyen. Et pour exposer moins le citoyen, nous devons faire ce qu'on appelle l'électronisation des paiements, quel qu'il soit. Parce que dès que le citoyen n'a pas l'argent, il a une carte. Même le taximan doit prendre la carte. Même la vendeuse de biens doit avoir la machine et prendre la carte. Dès que l'argent est électronique, tu réduis ça significativement. Or, nous sommes dans un pays où à l'Assemblée, un jour j'ai accompagné mon mentor avec le sac. On ne comprend pas, professeur. Vous l'avez accompagné. Tu as compris. J'étais scandalisé que l'Assemblée paie en liquide. On est où là? L'Assemblée paie en liquide. Même moi là, mon appel, on me paie en compte-goutte. Mais quand je pars là-bas, comment on appelle le type? Ok, n'est pas là. Ok, il va vous dire. Quand on parle là-bas, il nous donne les liasses. On apporte le sac. Pourquoi il n'y a pas un virement dans les comptes bancaires, par exemple? Ça, c'est le rappel. Donc, mais ils ont aussi liquide là-bas. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas une loi. En réalité, c'est que, quelque part, les gens qui sont mal intentionnés, les chefs de bande de la prévarication, ça les arrange, c'est sans trace. Alors que l'électronisation, bon gré, mal gré, laisse des traces. Et donc, par exemple, l'impôt va prélever là. C'est comme ça que les États modernes font, par exemple, pour traquer. Vous savez que, par exemple, moi je vous dis, les professeurs de médecine en Occident sont extrêmement riches. Moi, j'ai vu des professeurs de médecine, par exemple, et le père, le roi de Dubaï. Vous savez ce qu'il lui donne. Là-bas, c'est hors norme. Ça dépend de la nomenclature, là. Il lui fait une grosse intervention. Vous savez comment il le paye. Pour traquer ces gens-là, pour les amener, c'est comme ça qu'on fait. Mais même eux échappent. Parce que le roi de Dubaï paye 2 fois. Il y a une partie que lui-même donne liquide. Et l'autre partie paye pas. Pour diminuer la part que l'État paye, c'est l'électronisation. Mais il y a eu le logiciel CJPES 1, CJPES 2 pour ça, c'est pour les salaires. Pour revoir les salaires, justement, pour éviter qu'il y ait... Non, il faut qu'on électronise tout. Que par exemple, l'État ne traite plus. L'État fait comme il fait par exemple pour les marchés publics. L'État interdit qu'on on touche plus l'argent au trésor. Maintenant, c'est toutes les entreprises vont dans les banques. Okay? L'État doit arriver à cette situation-là pour les citoyens et les hauts cadres de l'État. On ne paye rien en liquide. On paye tout par virement. Point. Et ce n'est pas interdit qu'un directeur du ministère X vire les primes de telle réunion à tous les cadres, le soir même par virement. Est-ce que c'est interdit? Le problème, c'est que ceux qui ne veulent pas, c'est que quand ça va commencer à arriver à la banque, le deuxième problème que ça va poser, c'est que les inspecteurs des impôts vont commencer à dire que paye l'impôt sur la personne physique.
l'IPP. IPPR. L'IPPR. L'impôt sur le revenu des personnes physiques. Des personnes physiques. Et ça va jaser, ça va jaser. Mais à un moment, ils vont mettre un logiciel à la banque qui prélève ça automatiquement. Par exemple. Mais c'est bien plus ça va augmenter les recettes de l'État. Et ça augmente l'intérêt général. But Prof, you talk about electronizing, putting those things, but you also have to remember that we are in Cameroon where a greater majority of the population live in rural areas, even civil servants. There are also people who work in very remote areas in Cameroon. We have top government officials, and we have businesses taking place in all other parts of Cameroon, away from the main urban centers. If everything is going to be electronized this way, do you see it possibly working in every part of Cameroon? Mais on met le câble partout. C'est comme ça qu'on bâtit l'infrastructure d'un pays. Et Armstrong, on n'atteindra pas l'émergence si on ne bâtit pas l'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est 4 ou 5 choses. C'est les routes, c'est le chemin de fer, c'est les habitants, c'est l'énergie, c'est les télécoms. Et les télécoms, c'est le câble. Les télécoms, ça sert à quoi? C'est avec ça qu'on organise l'importation en Inde ou en Chine. Et c'est avec ça qu'on va exporter le cacao et le chocolat ou les veillas. Tu communiques avec l'Indien de Batibo ou de Nkambe. Tu dois communiquer là-bas. Et si le câble est le câble qu'il faut, il va arriver en Nkambe. Ne pas mettre le câble en Nkambe est comme ne pas mettre la route en Nkambe, c'est la même chose. Pour ça, le câble participe de l'infrastructure. Et on ne peut pas se développer dans ça, parce que tu ne vas pas pour se développer, il faut que tu vendes et que tu achètes. Tu t'inscris et il te faut ça. C'est comme transporter la marchandise. S'il n'y a pas la route pour que la voiture circule, la marchandise que tu produis en DOP, comme mon ami, mon banquier, mon gestionnaire de banque, quand je lui ai dit que le Cameroun importe 180 milliards de riz, il m'a dit avant de parler ça avec toi, il faut que tu goûtes le riz d'un DOP. J'ai rendez-vous, il va me donner le riz d'un DOP la semaine prochaine. Mon ami, mon banquier. Comment tu vas exporter le riz d'un DOP s'il n'y a pas la route? Comment tu vas communiquer avec celui qui achète le riz d'un DOP s'il n'y a pas le câble? Donc il ne faut pas rester comme ça. Construire le câble est comme construire la route. Pour ça, Jean Baïbek, ce monde rural fait face à une pauvreté qui s'aggrave au fil des jours, malgré son potentiel agricole. Également, dans les principales villes du Cameroun, on observe un taux de sous-emploi assez élevé et le taux de chômage reste encore difficile à déterminer au Cameroun. Dans cette atmosphère de misère, de pauvreté, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour lutter contre ces fléaux, pour sortir les Camerounais de cette situation? C'est tout un autre débat. Mais fondamentalement, je vais vous donner les 4 piliers ou 5. Le premier pilier, je voulais déjà donner, c'est la transformation personnelle. Il faut qu'on sache que la liberté, le développement vient de la sueur. C'est une prescription biblique. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas à la bouteille de bière de 16h à 22h. Oui, Duval, 80% de nous font ça, nous les cadres. De 16h à 22h, tu ingurgites les bières. Tu regardes les filles, les fesses des filles. Tu parles du football. Tu manges le soya et le cochon braisé. Et le poisson braisé en désordre. Tu rentres ivre, tu tapes ta femme, tu sais pas si tes enfants ont travaillé à l'école. Et on veut que le Cameroun se développe. Non. On veut être un peuple libre. Non. Quand tu es comme ça, tu es déjà esclave. Il faut une transformation personnelle. Maintenant, je vous conseille que ça peut être difficile. Parce que peut-être tu es déjà addict. On peut t'aider. Mais il faut d'abord qu'on dise sa transformation personnelle. Manger sain. Boire modérément. Faire du sport. Lire. Vous voyez que je me fasse tous les sous sur les parties, les gens sont occultes. Vous ne lisez pas, vous faites quoi? Lisez. Et toute la connaissance sur Internet, il y a trop de connaissances dans l'Internet, dans les livres. Donc, il faut lire. Il faut faire les fréquentations positives qui t'apportent quelque chose. Ce n'est pas pour parler des filles. On peut parler des filles 30 minutes.
boire 30 minutes, mais de 16h à 22h, et de football. Voilà ce que font les Camerounais. Donc, transformation personnelle, c'est le premier pilier. Ça se fait au niveau des cadres, ça se fait au niveau des comités de base. Deuxième pilier, l'éducation économique et financière. Tout le monde doit être un producteur de richesse. Et comment on fait pour produire la richesse? On fait pour produire la richesse, on apprend ça à l'école. Si ce n'est pas à l'école, c'est à l'atelier. Si ce n'est pas à la télé, c'est au cabinet. Si ce n'est pas au cabinet, c'est en entreprise. Ce n'est pas là-bas, c'est à la maison. Si ce n'est pas à la maison, c'est chez le voisin. Il n'y a pas de raison que tu dises que toi, tu ne sais rien faire. Tu n'as pas vu ta maman faire les beignets, braiser le poisson. Tu crois que popcorn, c'est quoi? C'est le maïs qu'on a décortiqué, qu'on a grillé, il a seulement éclaté. Popcorn is what? Hamburger, c'est quoi? Ce n'est pas le pain chargé avec la viande. McDonald's vend quoi? C'est le pain chargé avec la viande et le fromage, non? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ajoute ketchup. Ce n'est pas la tomate écrasée. Vous ne savez pas qu'il y a des riches sur la tomate écrasée. Il y a des riches sur le pain chargé. Et toi, tu es pauvre. Tu dis que il faut que tu trouves le travail. Pourquoi tu dois trouver le travail? Si tu as la chance d'aller à l'école, ok. Si tu as la chance d'apprendre à la télé, ok. Mais tu n'as pas vu à la maison. Tu n'as rien vu là que tu parles. Tu n'as pas vu chez les voisins. Donc tout le monde doit être producteur. Après ça, tout le monde doit savoir gérer l'argent. C'est-à-dire écrire un business plan, écrire un compte d'exploitation et l'exécuter. Quand tu as reçu de l'argent, maintenant organiser entre tes dépenses et tes recettes. Il faut un équilibre. Tu ne peux pas dépenser plus que tu gagnes. Même si un type te donne la bière, toi, ton niveau, c'est ne pas boire 5 bières par jour. Ton niveau de boire une bière. Boire une bière, ça te va. Pourquoi tu bois 4 bières alors que je ne peux pas? Maintenant, tes dépenses. Il y a les dépenses passives et les dépenses actives. Passive veut dire que la dépense là t'amène d'autres dépenses. Active veut dire que la dépense là va produire de l'argent. Elle va t'ajouter de l'argent. Alors que la dépense passive, le costume que tu mets ou la voiture que tu achètes, chaque jour tu dépenses en carburant. Mais si ta voiture achète le taxi te ramène de l'argent le soir. Chaque soir. Mais en plus, si tu amènes à l'hôpital, il peut t'amener au travail. Lui seul, il te donne de l'argent, lui seul t'amène au travail. Au lieu d'acheter donc la voiture pour aller au travail, achète la voiture, elle fait le taxi, elle produit de l'argent, mais en même temps, elle t'amène au travail. Elle peut te laisser au travail, elle peut encore te chercher. Donc, il y a une éducation et avec un Cameroun qui a plein d'opportunités, avec les banques stables, avec une inflation maîtrisée, avec une diaspora qui attend seulement qu'on la rassure, on peut sortir tous de la pauvreté. Je dis bien tous. Je défie les Camerounais sur un certain nombre d'années. Si nous faisons comme ça, tout le monde sort de la pauvreté, sauf ceux qui ne veulent pas, qui sont de mauvaise foi. Ils veulent boire le kitoko le matin à 7 h. Je vois les gens boire à 33, à 8 h dans les stations Total. Tu commences la journée par l'alcool. Tu vas produire comment en son? Tu commences par la 33 musique. Tu es déjà sous. Après, tu dis que c'est pour le BH, c'est Camto. C'est Camto qui n'a pas fait ce que tu deviennes député ou maire. Donc, tu vas quitter le MSC. Alors que c'est toi-même le problème. C'est ce travail-là que nous devons faire. Mais je dis bien que la vie n'est pas segmentée. Il ne s'agit pas de faire ce travail-là et terminer avant de faire la lutte politique. On doit faire les deux. On fait ce travail, on fait la lutte politique. Là, je m'adresse aux leaders politiques. De tous bords. En sachant que la lutte entre nos compatriotes est une lutte entre adversaires. Une lutte entre rivaux. Et la lutte contre le néocolonialisme est une lutte qui peut être plus fratricide. Sauf si le néocolonialisme, on arrive à le faire reculer. Parce que quand on va trahir le néocolonialisme, comme on a commencé là, sauf si vous divisez l'accord secret là,
On divise ça à toute l'Afrique. Tous les Africains voient ce qu'on a fait signer. Pas seulement Aïdjo seul. Duval, toi qui dis que défends Aïdjo. Le pauvre. C'est tout le monde qui a signé en Afrique francophone, sauf Sékou Touré. Tout le monde a signé ça. Et qui avait dit non à la communauté. Oui. Voilà où on doit aller. Laissons la petitesse, élevons-nous. Maintenant, on va revenir au combat interne. Les combats internes ne finissent jamais. Les rivalités internes, la compétition interne ne finira jamais. Hein? La même chose, j'étais bien en disant aux compatriotes que moi, je pense que tel que le président a, comme il a dit ce qu'il a dit là, la solution Fayengo, qui dedans le sorti, il a répété ça. Ça marche pour les combattants soldats, mais ça ne marche pas pour les cadres. Il faut que le RDPC pense une solution pour les cadres. Parce que les cadres, eux, ils avaient un emploi, ils avaient quelque chose, une position, et puis ils ont glissé dans ça. Maintenant, ils ont honte de sortir. Mais en attendant, moi je pense, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? La solution en attendant, c'est que moi je les conseille de sortir par le Nigeria. Ils connaissent les pistes. Ils sortent par là-bas, ils vont s'insérer là-bas. La diaspora les aide, la diaspora peut les aider. Et puis le temps passant, ça va se tasser. There's a diaspora that is financing also. Mais je pense que Armstrong, après 4 ans ou 3 ans, il s'est fait le nom. Does it work? Il faut faire le bilan. Dans la vie, il ne faut pas croire que la victoire, c'est seulement la victoire. Si quelque chose te dépasse, tu peux changer le fusil d'épaule. Moi, je ne vous ai pas encouragé à ça. Moi, je vous ai dit que ce n'était pas bien. Mais je comprenais parce que vous n'êtes pas allé là exprès. Vous n'avez pas réfléchi. On vous y a poussé. Vous êtes tombé dans le piège. Maintenant, quand tu es dans le piège, sors. Ce que je peux leur dire, vous êtes cadres. Pour vos nyama-nyama, les petits soldats, eux, Fayengo les attend. Ils les intègrent. Il paraît qu'ils sont contents. Ça va là-bas, non? On dit qu'ils sont contents. On leur apprend le métier, on les réinsère. Maintenant, les cadres, ils ont un problème. Par exemple, ils étaient militaires, ou bien ils étaient policiers, ou bien ils étaient fonctionnaires, ou bien ils étaient même un entrepreneur installé. Il ne veut pas rentrer stigmatisation et tout ça. Là, on s'est dit, je comprends. Je dis, on sort par le Nigeria, dis à la diaspora, on t'aide, soit à immigrer, soit à t'installer là-bas en attendant que ça se tasse. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a une telle crise. Il faut savoir que après le coup d'État de 84, on a eu beaucoup de ça. D'autres ont fait 10 ans à l'extérieur, 15 ans à l'extérieur, 5 ans à l'extérieur, ils sont revenus s'intégrer quand ça se tasse. Pour autant, est-ce que ça résout le problème de fond? Non, parce que quand je dis continuons la lutte là n'a pas d'issue. Impossible de bâtir le Cameroun avec les faux piliers, impossible. Donc, on va remettre les 5 piliers à plat. Ça, ce n'est pas un souhait. Ok? C'est une observation. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que sans ça, on ira de crise en crise. On va les mettre à plat. Aujourd'hui, c'est un problème de timing. C'est pourquoi la lutte doit s'organiser pour continuer la pression dans ce sens. Et c'est une question de rapport de force. Rapport de force d'abord par rapport au colonialisme qui entretient ça. Et si le centre du néocolonialisme lâche les piliers internes et que nous on fait une bonne coalition, ça va arriver tôt. Professeur... Est-ce que tu me comprends là? Très bien. Voilà, ça va arriver tôt. Par contre, si on n'arrive pas à s'organiser avec le FPI, FLN et tout ça, l'ANC, ça arrivera tard. Enfin, mais ça va arriver. Non, quand vous expliquez, ça rappelle un peu l'occupation de la France. Professeur Jean Baïbek, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la première édition de l'émission La Vérité en face, édition 2021 sur Equinox Télévision. Ben écoute, j'espère que je me suis débrouillé. C'est moi qui dis merci, plutôt pas c'était difficile, c'était un véritable piège. Et j'espérais vraiment élever le débat et arriver à sensibiliser non seulement les Camerounais, mais tous les Africains francophones sur le terrible fléau, et même les Français de bonne foi, sur le terrible fléau qu'est le néocolonialisme. Maintenant, s'ils veulent m'égorger là dehors,
Ben écoute, Rien ne va vous arriver, on y veillera certainement tous ensemble. Merci également à Formy Armstrong et Duval Fangwa d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Mitterrandam, Emmanuel Wapi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.